La thématique du jour, elle m'a été inspirée par de nombreuses patientes qui sont arrivées jusqu'à moi, jusqu'à mon cabinet, en me disant voilà, ça fait des mois ou des années que je mange bien, je mange équilibré et pourtant je ne perds pas 1 gramme, voire même je prends du poids. L'idée aujourd'hui, c'est de vous expliquer quelle dysfonction hormonale pourrait être à l'origine de ce phénomène. Pour commencer, on va quand même déjà définir ce que c'est que bien manger. Bien manger, c'est avoir une assiette qui ressemble à peu près à ça. C'est-à-dire une moitié de végétaux, quelle que soit leur forme, crus, cuits, en soupe, avec un quart de féculents, si en plus les féculents peuvent être plutôt complets, semi-complets ou de bons grains, c'est encore plus intéressant, et un quart de protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Donc déjà, si votre assiette c'est ça, on est sur l'équilibre. Deuxième point important dans la gestion du poids, c'est bien sûr la dépense énergétique. Il faut pouvoir être sûr que ce que vous ingérez en termes de calories va être dépensé en termes d'énergie. Si vous avez un métier très sédentaire et peu de temps ou pas trop l'envie de faire du sport par ailleurs, mais que, à côté de ça, vous mangez de manière assez riche et assez calorique, il n'y a pas un déficit assez important entre les deux pour que vous puissiez perdre du poids. En réalité, on ne peut pas réduire la prise ou la perte de poids juste à cette balance énergétique. Ça n'est pas vrai, et c'est d'ailleurs ce que l'on va voir aujourd'hui. Néanmoins, ce sont quand même les deux principes de base. Avoir cette assiette équilibrée et par ailleurs avoir une dépense énergétique assez importante pour pouvoir éliminer toutes les calories que nous avons ingérées. Dans ce contenu, on va s'attacher à 2 points en particulier. D'abord, on va essayer de comprendre le fonctionnement de notre thyroïde et l'impact que sa dysfonction peut avoir sur notre organisme. Et dans un deuxième temps, on va regarder quel est le fonctionnement de nos glandes surrénales. Donc le premier point, la glande thyroïde. Comme vous le voyez, elle se situe à la base du cou. On dit qu'elle a la forme d'un papillon puisqu'elle se compose de 2 lobes. Cette petite glande a beaucoup d'impact sur notre métabolisme. Déjà, elle régule notre santé osseuse, notre température corporelle, la santé musculaire, le métabolisme des sucres, notre rythme cardiaque, la régulation du poids et le développement cérébral. On peut vraiment dire qu'elle est centrale dans notre fonctionnement. Qu'arrive-t-il si elle dysfonctionne? Quels sont les symptômes que l'on va ressentir? En premier lieu, la fatigue chronique et intense. Une fatigue que l'on n'arrive pas à régler même si on dort bien. Une prise de poids inexpliquée, et ça va être tout notre sujet du jour. Constipation chronique, de la dépression, troubles de la mémoire, un cholestérol élevé, un taux de cholestérol qui finalement s'élève tranquillement avec le temps, sans raison particulière. Des troubles du sommeil, puis tous les troubles spécifiquement féminins. L'infertilité, des règles douloureuses et des règles très abondantes et fréquentes, des règles irrégulières, une baisse de la libido, un syndrome prémenstruel avec des douleurs mammaires assez importantes, un risque de fausse couche accru, une dépression postpartum ou des difficultés de la production de lait lors de l'allaitement. Pourquoi notre glande thyroïde se met à dysfonctionner? Pour 3 raisons. La première des raisons, c'est qu'elle est interdépendante avec nos autres glandes hormonales. Et on va y revenir tout de suite après. Donc, si l'une d'elles dysfonctionne, produit moins de ces hormones, eh bien la thyroïde va être impactée directement. La deuxième raison peut être héréditaire. On sait, et c'est surtout quelque chose qui se passe de femme en femme, que si on a une maman ou une grand-mère qui a été atteinte d'un trouble thyroïdien, eh bien il y a de grandes chances que l'on retrouve ce trouble dans la descendance. Et le troisième point, ce sont les facteurs environnementaux, la pollution environnementale. On sait que la thyroïde est très sensible aux polluants environnementaux, notamment aux perturbateurs endocriniens. Les dysfonctions thyroïdiennes touchent environ, et c'est une estimation, 80% de la population féminine. C'est un très gros chiffre. Comment savoir finalement si notre thyroïde fonctionne bien? On peut le faire de 2 manières. En demandant à son médecin un bilan sanguin, un bilan thyroïdien, dans lequel il va inscrire la TSH, qui est l'hormone de référence dans l'étude de la thyroïde. En France, et selon les laboratoires, le taux acceptable, le taux normal, va se situer entre 0,4
et 4,3. C'est quelque chose de très français. Aux États-Unis, par exemple, ce même taux s'arrête à 2. C'est la moitié. Donc en France, si vous avez un taux de TSH qui se situe au-delà de 3, 3,5 ou même 4, personne ne s'alerte, alors que dans beaucoup d'autres pays du monde, vous seriez déjà dans la catégorie des hypothyroïdiennes. Dans les analyses, votre médecin peut aussi décider de faire doser la T3 et la T4, qui sont d'autres hormones, pour préciser son diagnostic. Pour vous donner une petite idée, des petites fourchettes, un taux de TSH santé devrait être situé aux alentours de 1 lorsqu'on a entre 15 et 35 ans et aux alentours de entre 1 et 2 quand on a plus que ça. Effectivement, quand on est senior et qu'on dépasse les 65-70 ans, il arrive qu'effectivement le taux de TSH s'élève un petit peu et dépasse 3. Mais si jeune, à 20 ans, 25 ans, on a déjà un taux de TSH qui est presque à la limite, ça signe à coup sûr un ralentissement thyroïdien. Parce que je vous ai pas expliqué, mais au plus le taux de TSH est élevé, donc c'est-à-dire au plus il s'approche de 4 ou même il peut le dépasser beaucoup, au plus votre thyroïde est ralenti. On parle d'hypothyroïdie. Au contraire, si ce même taux de TSH était en dessous de 0,4, donc il s'approchait de 0, on parlerait d'hyperthyroïdie. Là, les symptômes sont totalement différents, on peut même dire que ce sont les symptômes contraires. Mais je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Ok avec le taux, donc vous avez bien compris que selon là où vous vous situez, ça peut signer ou pas une hypo ou une hyperthyroïdie. Il arrive aussi par ailleurs qu'on ait un taux de TSH qui soit correct, mais que néanmoins on ressente les symptômes cliniques de l'hypothyroïdie. Globalement, les symptômes d'une thyroïde ralentie, ça va être la constipation, on l'a vu précédemment, la frilosité, les bouts des doigts engourdis, des fourmillements au bout des doigts, aussi une sorte de brouillard mental, la baisse de libido qu'on a vu tout à l'heure, une sécheresse cutanée importante. Ce ne sont que certains des symptômes que vous pouvez ressentir. Pour en avoir le cœur net, il existe sur Internet et de manière gratuite des questionnaires qui recensent l'ensemble de ces symptômes sous forme de questions et qui vous permettent à la fin d'avoir un score qui vous situe finalement dans l'hypo ou l'hyperthyroïdie. C'est un complément très intéressant finalement à l'analyse biologique. Elle ne se suffit pas à elle-même, tout comme le questionnaire ne se suffit pas à lui-même. C'est vraiment la conjonction entre les deux qui va vous permettre d'affiner votre hypothèse. Je vous mets le lien d'un ou deux questionnaires dans la bio. Si en les faisant vous avez un petit doute sur les résultats, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou même à m'envoyer un message privé. Donc une fois qu'on en a le cœur net, une fois qu'on sait que notre thyroïde est ralentie, ce qui ne veut pas dire qu'elle est malade, elle fonctionne juste de manière plus lente. Quand on sait ça, on peut essayer de la rebooster de manière naturelle. Et finalement, c'est ce qu'on devrait essayer bien avant d'en arriver à des prescriptions de lévothyrox. Ce que notre thyroïde aime bien dans les nutriments et micronutriments, c'est la tyrosine, c'est également le zinc, le sélénium, le gugule, qui est une plante avec un nom rigolo. L'autre chose qui peut faire dysfonctionner notre thyroïde, c'est notre glande surrénale. Et ça nous amène à notre deuxième point. Comme leur nom l'indique, elle se situe juste au-dessus de nos reins. Ce sont les deux petits cônes rouges que l'on voit sur l'image. À quoi elles servent? On les qualifie un peu des glandes du stress. Elles vont produire le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline, mais aussi des types d'androgènes, dont la DHEA, qu'on appelle aussi hormone de la jeunesse, et l'aldostérone. Si on fait un petit point sur l'hormone du stress la plus connue et la plus émise par les glandes surrénales, le cortisol, on voit qu'il a énormément de fonctions dans notre organisme. D'abord, il va augmenter le sucre sanguin, parce qu'il faut se rappeler que le stress, au départ, sert à survivre. Donc, il sert soit à lutter, à se battre, soit à fuir. Donc, pour ces deux actions, il faut du sucre disponible pour notre masse musculaire immédiatement. Le cortisol aussi augmente la mémoire et l'attention. Pareil, dans une situation de crise, il faut être focus. Il augmente la pression sanguine. Il éteint le système immunitaire, finalement, pour économiser de l'énergie pendant cette période de crise. Il diminue également la sérotonine, que l'on pourrait qualifier
de molécules du zen. Et enfin, il diminue la sensibilité à la douleur. Cortisol, ça a la même racine que cortisone, c'est donc un anti-inflammatoire très puissant. J'y fais d'ailleurs allusion dans l'une de mes vidéos sur les douleurs chroniques. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien ici. Alors ok, on produit du cortisol parce qu'on est stressé, c'est utile, ça nous permet de survivre. Et c'est ça qui fait que l'on est encore là aujourd'hui. Oui, mais cette fonction doit avoir une fin. Le problème, c'est que dans notre environnement moderne, les sources de stress sont constantes. Le bruit ambiant, les heures de travail interminables, la charge mentale, l'agressivité entre les gens, les polluants environnementaux, qui sont aussi une source de stress pour votre corps. Ce qui nous amène au final à un stress chronique. Donc, qui dit stress chronique dit production de cortisol ininterrompue. Qu'est-ce que ça donne d'avoir du cortisol en permanence dans l'organisme? Eh bien, c'est pas idéal. Du coup, votre système immunitaire finit par être affaibli, donc on attrape beaucoup plus de petits virus. On peut arriver sur des maladies cardiovasculaires, puisque ça abîme les vaisseaux, de l'hypertension artérielle, une glycémie élevée et donc une prise de poids, des problèmes digestifs, des problèmes nerveux, anxiété, dépression et maux de tête. On pourrait y ajouter une augmentation de la sensation douloureuse. Pour revenir aussi sur l'augmentation de la glycémie, qui du coup perdure dans le temps tant que le taux de cortisol est élevé dans le corps. On observe chez les gens qui ont un taux de cortisol élevé tout au long de la journée, alors qu'il ne devrait l'être que particulièrement le matin, qu'ils stockent de la masse grasse tout autour de l'abdomen, finalement assez proche en termes de localisation de leurs glandes surrénales. Ces petites glandes merveilleuses ont une limite de production de leurs hormones. Et lorsqu'on les sursollicite, parce qu'on est très anxieux, avec une charge mentale élevée, elles se vident de leur substance. Pour être plus exact, elles vont finir par ne plus arriver à produire assez. Donc au final, on va se retrouver en défaut de cortisol, en défaut de DHEA, en défaut de nombreuses hormones. Ce sont aussi ces molécules qui nous font nous sentir en forme. Donc quand on a des glandes surrénales qui sont vidées, épuisées, on se sent extrêmement fatigué. Dans les symptômes classiques, on va aussi retrouver des troubles du sommeil, une anxiété qui se généralise et l'impossibilité de gérer les stress du quotidien. Tout d'un coup, on se sent submergé. On dirait dans le langage courant, on se noie dans un verre d'eau, alors que précédemment, c'est pas du tout quelque chose que l'on ressentait. Ça signifie que vos glandes surrénales se vident et se fatiguent. Et quand c'est le cas, et on retourne sur notre premier point, eh bien ça va avoir une influence sur le fonctionnement de notre glande thyroïde. Toutes les deux sont interdépendantes, elles ont besoin l'une de l'autre. Donc si l'une est fatiguée, par extension elle va demander à l'autre de l'aider, d'elle aussi produire plus, de produire différemment, ce qui va à terme fatiguer celle-ci aussi. Donc avoir une thyroïde qui ralentit peut ne pas venir spécifiquement de la thyroïde, mais du fonctionnement hormonal holistique et global de votre corps. En résumé, lorsqu'on souffre d'un stress chronique, d'une anxiété qui est latente, forcément et de fait, ça va épuiser vos glandes surrénales. Alors pendant une période, ça va même être plutôt bien vécu. On appelle ça le burn-in, c'est-à-dire le moment où on gère tout, une sorte de Wonder Woman où on arrive à faire des milliers de trucs au quotidien. Même si on dort peu, on n'est pas encore fatigué, on peut gérer 50 tâches dans notre cerveau en même temps parce qu'on a cette fameuse production de cortisol très élevée qui nous rend hyper alerte. Mais là, ça n'a qu'un temps. Finalement, tout ça finit par s'arrêter et on passe dans l'effet inverse, donc une fatigue excessive, une prise de poids anormale, l'impossibilité totale d'en perdre. Et là, on entre un peu dans un cercle infernal. On n'a plus l'énergie de faire autant d'efforts et puis on tombe aussi un petit peu dans une sorte de déprime parce que nos efforts ne fonctionnent pas. Par ailleurs, on se sent extrêmement fatigué et on ne sait pas comment être plus en forme parce que le sommeil ne suffit pas. On a une augmentation des phénomènes douloureux, donc au quotidien on a plus mal, ce qui entame aussi la qualité du moral. Alors comment on s'assure que finalement nos glandes surrénales sont fatiguées?
Déjà, pour le coup, il y a le mode de vie. Si ça fait des années que vous travaillez énormément, que vous gérez beaucoup de choses dans votre quotidien, que vous avez une anxiété élevée, il y a quand même énormément de chances pour que vous ayez sursollicité ces petites glandes. Sinon, il y a aussi des investigations biologiques que vous pouvez faire par l'intermédiaire de votre médecin. Donc en cherchant un petit peu le taux des hormones que nous avons citées précédemment. Le cortisol peut se faire le matin, mais on peut aussi étudier le cycle des 24 heures en cortisol. On peut doser l'ACTH, aussi la DHEA, et faire une corrélation de tous ces taux. Pour affiner l'enquête, il existe pour ça aussi des questionnaires, pareil. Je vous mets le lien dans la bio. Et une fois qu'on en a le cœur net, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses à faire, c'est de gérer le stress chronique. Je sais que c'est loin d'être la plus simple, mais si on ne le fait pas en premier, ça ne sert à rien de faire le reste, parce que la boucle infernale va se remettre en place. J'y reviendrai très précisément dans une vidéo, mais pour commencer, vous pouvez déjà pratiquer par exemple la cohérence cardiaque au quotidien, la méditation, le yoga si vous en avez l'occasion. Essayez de lâcher prise comme on dit, même si c'est un grand mot mais que c'est pas facile à faire. Déléguez vos tâches. Une fois tout ça entrepris, pareil, il y a des micronutriments qui sont adaptés à la relance surrénalienne. Parmi eux figure également la tyrosine, tout comme pour la thyroïde. Il y a aussi le cassis et les plantes adaptogènes. Adaptogènes, ça signifie qu'elles vont aider votre corps et votre esprit à s'adapter au monde et au stress notamment. Il y a des plantes qui sont très connues et très étudiées, la rhodiole notamment, mais aussi l'ashwagandha. Il y a des compléments alimentaires qui mixent un petit peu tous ces micronutriments. Posez-vous toujours la question de la manière dont ils sont faits. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à faire appel à moi. Donc en conclusion, ne rien perdre alors qu'on a un mode de vie équilibré n'est pas un mythe. Ça arrive, c'est plus fréquent qu'on ne le pense. Et vous l'avez bien compris, les ennemis de nos glandes hormonales, ce sont les facteurs environnementaux et le stress. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous dis à la semaine prochaine.